bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Merci à vous quatre, messieurs, également d'être avec nous pour nous apporter votre éclairage sur la météorologie de l'espace et les tempêtes solaires. Donc là, on prend littéralement de la hauteur. Le 10 mai dernier a eu lieu une tempête solaire. Alors, c'est un phénomène qui est passé relativement aperçu dans les médias, n'a pas été forcément très impacté, mais quand même un peu. C'est ce qu'on va voir. C'était pas si anodin que ça. Et pour en parler, eh bien, vous êtes avec nous, messieurs, pour nous dire en quoi ça a des conséquences sur nous, sur notre vie. Mathieu Barthélémy, je vais vous laisser lancer les hostilités. Vous êtes professeur à l'université Grenoble-Alpes et directeur adjoint du Centre spatial universitaire de Grenoble. Vous êtes spécialiste de la météorologie spatiale. En quoi ça consiste? Alors bonjour à tous. La météorologie spatiale, en fait, c'est l'étude des perturbations liées aux variations de l'activité solaire. Alors vous savez peut-être que le Soleil nous envoie de la lumière, mais il nous envoie aussi, pour une petite quantité d'énergie, des particules. Ces particules qui sont essentiellement des électrons et des protons, des particules chargées d'électricité, qui vont arriver près de la Terre. Et lorsqu'elles vont arriver près de la Terre, elles vont créer un certain nombre de perturbations. Elles vont pouvoir créer des perturbations. Alors, une des perturbations est quand même assez esthétique. Ce sont les aurores polaires. Mais ça, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Mais il y a d'autres perturbations qui peuvent être plus gênantes. Et donc, la météorologie de l'espace, c'est vraiment l'étude à la fois de ces éruptions solaires qui vont nous envoyer des flux de particules. En fait, ces flux de particules sont extrêmement variables. Et lorsqu'il y a des éruptions solaires, eh bien évidemment, les perturbations vont être plus importantes. Et on a un cycle à 11 ans. Alors en fait, tous les 11 ans, eh bien, ces éruptions solaires sont plus courantes, plus fortes. Et là, en ce moment, eh bien, on n'est pas très loin du prochain maximum solaire qui devrait avoir lieu début 2025. C'est des cycles solaires, donc on compte le cycle 23, c'est le cycle 25 en ce moment. C'est le cycle 25, c'est ça en ce moment, oui. D'accord. Alors si on parle de cette tempête solaire qu'on a eue là, courant mai, donc elle a été déclenchée par quel phénomène ? Alors en fait, donc c'est ça, c'est des espèces d'éjections de gros paquets de particules qui viennent du Soleil. Alors là, en mai, il y en a eu 7 d'un coup, si je puis dire. Donc il y en a 7 qui se sont succédés et qui, lorsqu'elles sont arrivées sur la Terre, ont créé des perturbations. Alors si vous étiez dehors dans la nuit du 10 au 11 mai, vous avez peut-être vu en France des aurores polaires, ce qui est assez rare, donc des lueurs rouges ou vertes dans le ciel. Et eh bien, en plus de ces aurores polaires, eh bien, il y a des perturbations. Alors ces perturbations peuvent être sur les satellites, sur les communications, sur le freinage que subissent les satellites et puis sur tous les réseaux qui sont, eux, impactés. Et donc, eh bien, que ce soit le transport maritime ou l'aviation, il peut y avoir des perturbations liées à ces éruptions solaires. Et donc concrètement, c'est quoi? C'est le GPS qui ne sait plus où il va? C'est une boussole Alors, oui, ça peut être un GPS qui commence à dire des choses aberrantes, ce qui peut poser problème quand on a besoin de précision à quelques centimètres. Là, on nous a rapporté des décalages sur les GNS, sur les GPS, alors, en fait, et tous les autres systèmes. Donc, il y a des systèmes européens, etc. Nous, on parle de GNSS, ou de positionnement global. Eh bien, on nous a rapporté des décalages allant jusqu'à 1 km. Donc, vous imaginez bien que ça peut poser des problèmes sérieux. Ça peut endommager les satellites. Un des effets, c'est que ça fait descendre très légèrement les satellites un peu plus brutalement, notamment ceux qui sont en orbite basse. Et puis, ça perturbe les télécommunications. Et là, par exemple, en mai, il y a, par exemple, les réseaux Starlink ont fait état de perturbations sur leurs télécommunications. Ça peut aller sur des événements plus graves, mais on peut même perdre des satellites. Alors, sur le précédent événement, par exemple, en 2003, qui était un événement à peu près de la même ampleur que celui de ce mois de mai, il y a 3 satellites importants qui ont été perdus. Là, vous citez 2003, là 2023, ça veut dire qu'entre les deux, il n'y a pas eu d'événements de même ampleur? Alors, effectivement, 2003 a été le dernier de cette ampleur-là. D'accord. Ceci dit, il y a assez régulièrement des événements moins importants, mais qui peuvent aussi créer des perturbations.
En 2015, il y a eu une perturbation qui a impacté les communications, notamment pour l'aviation civile, dans le nord de en Scandinavie. Il y a donc des événements, on va dire, un petit peu moins forts que ces deux événements qui peuvent malgré tout générer des perturbations qui ne sont pas négligeables. En 2022, il y a un événement qui n'était pas très fort et qui a quand même entraîné la perte de satellites Starlink. Oui, c'est assez concret en effet. Denis Bousquet, chez AXA XL, vous assurez les satellites pendant leur phase de lancement, mais aussi durant toute la durée de leur vie en orbite. Quels sont les dommages contre lesquels vous assurez en fait? Donc on assure les satellites contre tout risque de dommages, y compris les dommages liés à la météo spatiale. Et donc ces dommages liés à la météo spatiale, on va les regarder en fonction de quels sont les types d'événements qui peuvent survenir, qui vont endommager un satellite, et quels sont les satellites qui vont être les plus sensibles à ce type d'événement. En termes de dommages aux satellites, on a principalement 3 types de dommages, ce qu'on appelle premièrement les événements singuliers, Single Event Effect en anglais. C'est une particule très énergétique qui va réussir à traverser la structure du satellite jusqu'à l'équipement et endommager la carte électronique, soit créant juste une interruption de service, soit créant une panne de cet équipement électronique. Le deuxième effet, c'est un effet de charge-décharge. Donc une accumulation de particules énergétiques qui vont s'accumuler à la surface ou à l'intérieur du satellite jusqu'à un moment où il y aura tellement de charge qu'on va avoir le phénomène de décharge électrostatique. Ça va créer un arc électrique, un peu comme de la foudre, qui va endommager les isolants et endommager les cartes électroniques. En général, après ce type d'événement, on a la panne de l'équipement. Si c'est un équipement sensible, on peut avoir la panne du satellite. Le troisième effet, c'est la traînée atmosphérique que Mathieu a abordé. Donc l'interaction entre le phénomène solaire et l'atmosphère fait densifier les couches basses de l'atmosphère dans lesquelles certains satellites vont opérer. Donc certains satellites, en fonction de leur orbite, peuvent opérer à des altitudes relativement basses de quelques centaines de kilomètres. S'ils rencontrent une atmosphère, alors qu'ils pensent être dans l'espace, s'ils rencontrent une atmosphère plus dense que prévu et que leur système de propulsion n'est pas prévu pour, ils vont commencer à freiner et descendre. Leur orbite va décroître en termes d'altitude et ils vont rentrer dans l'atmosphère et brûler dans l'atmosphère. Donc en termes de risque, chez un assureur, on regarde ce qui se passe dans l'historique pour essayer de prévoir le futur. Alors dans l'historique, aujourd'hui on est sur le cycle 25. Quand on regarde, finalement, dans le cycle 24, les dommages aux satellites liés à la météo spatiale ont été 3 fois moins importants que dans le risque 23. Donc c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi? Parce que les constructeurs, alors peut-être que le cycle était un peu moins fort, le cycle 24 par rapport au cycle 23, mais aussi les constructeurs ont bénéficié de retours d'expérience en orbite et ont amélioré le design, la protection des satellites pour qu'ils soient résistants à ce type d'événement. Mais, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, il y a quand même des nouveaux risques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit l'arrivée de nouveaux types de satellites sur le marché. Donc premièrement, il y a les satellites flexibles, ce sont par exemple des satellites de télécommunication dont on peut réconfigurer la mission par renvoi de simples télécommandes depuis le sol. Par exemple, un satellite qui fait un service de télécom d'Internet sur l'Europe, on peut le reconfigurer pour qu'il fasse de la diffusion TV sur l'Afrique. Ces satellites embarquent plus d'électronique. Et donc, qui dit plus d'électronique, ils sont plus sensibles aux événements météo. Un autre type de satellite, c'est les petits satellites. Les petits satellites de quelques kilogrammes qu'on appelle CubeSat, qui ne sont pas très lourds, mais surtout pas très chers, et pour lesquels les constructeurs n'investissent pas beaucoup dans les tests contre l'environnement radiatif qu'il y a dans l'espace. Et donc du coup, si les composants ne résistent pas à cet environnement, ils tombent en panne, et le satellite tombe en panne. Donc vous voyez, le risque météo est bien pris en compte par les assureurs, mais ça dépend vraiment du type de satellite. Du type de robustesse, et c'est pas parce qu'on avance dans le temps et qu'on est de plus en plus informé qu'on a des satellites plus résistant. Tout dépend aussi de l'usage du satellite. Et justement, Marc Legendre, j'ai envie de discuter un petit peu avec vous. On va évoquer l'impact que peuvent avoir ces phénomènes météorologiques spatiaux sur vos satellites, puisque vous êtes opérateur, hein, vous. Mais d'abord, quelques mots sur EUMETSAT, sur ses missions concrètement. Oui, EUMETSAT est une organisation intergouvernementale européenne. Nous sommes opérateurs des satellites météorologiques et nous opérons pour nos 30 États membres 500 millions d'euros de budget et une flotte d'une dizaine de satellites. Voilà, notre mission est de concevoir, de développer, d'exploiter des systèmes satellitaires, de l'observation de la Terre pour la météorologie et l'étude du climat. Et nos clients, alors on ne les appelle pas clients, on les appelle utilisateurs, puisque nos données sont mises à disposition. Ce sont les services météorologiques de tous les États membres, le monde scientifique, beaucoup, avec un historique de données
important qui permet l'étude du climat. Et puis les entreprises privées qui ont accès à nos données et qui derrière vont développer des services, par exemple pour le transport maritime, de routage de navires. Ce qui parle bien à notre audience aujourd'hui. Donc vous étudiez la météo, le climat de la Terre, mais pour cela, il faut des satellites qui sont impactés directement par ces phénomènes, notamment de tempêtes solaires. De quelle manière est-ce que vous avez des exemples, vous, de dommages que vous avez pu connaître sur vos satellites, et peut-être même qui ont fait des points de rupture, qui ont pu faire aussi évoluer votre mode opératoire ou même la conception des satellites? Oui, alors on a régulièrement des phénomènes, on observe, c'est basé sur les phénomènes qui ont été décrits et qui ont été détaillés. Je peux reprendre celui des radiations et de ces particules chargées électriquement qui sont de haute énergie, donc qui traversent les isolations des cartes ou même des composants et qui vont venir modifier la mémoire dans un calculateur, par exemple. On embarque de plus en plus de calculs de données à bord parce qu'on acquiert beaucoup, mais on veut réduire la transmission au sol, donc on pré-calcule beaucoup à bord. Et quand le calculateur a ses mémoires qui sont finalement corrompues, il n'a pas forcément la capacité de corriger lui-même, donc il se protège, il s'arrête. Donc l'impact là, c'est une interruption de la mission, malheureusement. Donc le personnel au sol doit réagir pour rétablir la mission. Ça prend quelques minutes, quelques heures en fonction de la complexité. Un autre phénomène intéressant, c'était celui de la densité atmosphérique, je l'appelle comme ça, mais finalement l'impact de la traînée atmosphérique sur les satellites polaires en orbite basse. Alors on a deux types d'impacts ici. Je parlais des missions pour le monde maritime. On a des missions d'altimétrie qui mesurent la hauteur des vagues ou la hauteur de l'eau. Et pour ça, il faut vraiment avoir une connaissance très précise de la position du satellite sur son orbite. Et cette position précise, elle utilise des GPS, et elle utilise aussi une préconnaissance du modèle de la traînée atmosphérique. Et quand un orage solaire, enfin une tempête solaire vient modifier cette densité, finalement, le satellite se retrouve à une position qui n'était pas celle prévue, la mesure devient faussée, et donc le produit qu'on génère derrière va être dégradé. Ça, c'est un deuxième type. Troisième, peut-être dernier type d'impact, c'est également cette traînée atmosphérique sur les débris spatiaux. Parce qu'en fait, on surveille constamment le risque de collision du satellite lui-même avec les débris. Et quand une tempête solaire vient modifier la traînée, la trajectoire du débris lui-même change. Normalement, on a 24 heures pour réagir. Là, on s'est retrouvé l'année dernière avec, dans une semaine, deux événements, vraiment une première fois pour nous, d'avoir une alerte de collision 6 heures seulement avant le risque de collision. Donc ça nous a obligés à revoir un peu nos procédures pour être beaucoup plus rapides sur la manière d'implémenter des risques comme ceux-là. On est d'accord, 6 heures, c'est très court pour vous, très pour rerouter. Quand on opère un satellite, qu'on doit trouver un moyen de communiquer avec lui envoyer les commandes, effectivement. Alors nous sommes à Paris-Mat, vous avez donc évoqué le monde maritime, effectivement, mais si on parle un peu d'espace. Mathieu Barthélémy, et quand on parle des impacts des tempêtes solaires, est-ce que vous avez aussi eu des exemples sur justement les bateaux, les avions? Alors, oui, il y a des effets effectivement importants. Alors, si on prend le transport maritime, les deux problèmes majeurs vont être des problèmes de décalage de la position GPS. Il y a beaucoup de bateaux qui ont besoin de leur position GPS. Et puis des problèmes de communication, puisque les besoins de communication entre les bateaux et la Terre sont importants, ou entre les bateaux eux-mêmes. Donc là, effectivement, s'il y a des perturbations liées à l'activité solaire, il y aura des perturbations à la fois sur les GPS et sur les communications. En plus, ce sont des problèmes croisés. Sur l'aviation, on a les mêmes problèmes, c'est-à-dire des problèmes de communication. On sait que pour faire atterrir des avions, il faut pouvoir communiquer avec le sol, et que si on communique mal, bien évidemment, il va y avoir moins de possibilités de faire atterrir des avions. Donc on a des problèmes majeurs. On a un problème supplémentaire dans l'aviation, ce sont les doses de radiation reçues par les passagers et surtout les personnels navigants qui, eux, sont exposés parce qu'ils sont très régulièrement en altitude. Il faut savoir que, par exemple, les pilotes ont des doses de radiation reçues maximales annuelles, et que si sur un vol où il y a un événement solaire important, eh bien, ils reçoivent une dose non négligeable par rapport à cette limite, eh bien, ils risquent de ne plus pouvoir voler pendant 1 an.
ce qui quand même est un problème d'organisation. Donc là, les doses de radiation peuvent être vraiment effectivement importantes, et donc il y a parfois des besoins de changer de trajectoire pour éviter les zones où il y a des risques de radiation les plus importants. Donc c'est vrai que si on cumule les problèmes de communication, les problèmes de positionnement et les doses de radiation, ça commence à faire beaucoup. Oui, on comprend bien l'enjeu de ces sujets, effectivement. On va rester dans le concret. Denis Bousquet, est-ce que vous avez quelques chiffres justement sur ces sinistres au niveau spatial, là, justement, les satellites? Au niveau spatial, oui. Alors déjà, on a quelques interruptions de services brefs qui en général ne sont pas assurées. Ensuite, quand on parle de dommages irréversibles, il faut savoir que dans l'espace, on ne peut pas envoyer d'experts sur place pour être sûr de la cause de la panne, sauf s'il y a des volontaires dans la salle. Et donc on va essayer, le travail d'investigation va conduire à la cause la plus probable. Donc si on regarde dans nos bases de données sur les 35 dernières années et qu'on regarde uniquement quand l'investigation a conclu à ce que la cause la plus probable soit la météo spatiale, on arrive à un chiffre de sinistralité entre 500 millions et 1 milliard de dollars sur cette période, à comparer à 15 milliards de sinistres sur la même période, pour les satellites en orbite. Si on creuse un petit peu dans ces chiffres, donc effectivement il y a le phénomène Starlink qui n'était pas assuré. Le phénomène Starlink en février 2022 est intéressant. Il y avait une prévision de tempête solaire. Starlink a décidé quand même de faire son lancement de 49 satellites. Ils ont été dans l'espace et ils ont été confrontés à une atmosphère plus dense que prévu. Sur les 49 satellites, 40 ont brûlé dans l'atmosphère parce qu'ils n'étaient pas capables de rejoindre leur orbite visée. Si on met de côté la constellation Starlink, donc sur ces 35 ans, on a estimé à environ l'équivalent de 18 satellites qui ont été perdus à cause de la météo spatiale, la moitié étant assurée. Et si on creuse un petit peu pour comprendre la cause de la panne, on s'aperçoit que la moitié des dommages viennent du système de puissance, c'est-à-dire panneaux solaires, batteries ou régulation de puissance, donc certainement un problème de charge-décharge dont je parlais tout à l'heure, et la moitié venant d'un problème de panne de composants électroniques, donc certainement un événement singulier. Donc tous les événements théoriques prévus amènent finalement dans la réalité certains dommages, dont certains sont assurés. Donc les assureurs spatiaux sont très au courant du fait et ils restent très vigilants sur le domaine. Alors là, on a bien vu en quoi ça consistait, comment on pouvait expliquer ce phénomène, l'impact que ça avait. Bon, il y a quand même du positif dans tout ça, hein. C'est qu'on peut aussi anticiper, heureusement, ces phénomènes pour en réduire l'impact. Avec quels outils, Mathieu Barthélémy? Comment vous faites, vous? Alors, il y a un panel d'outils vraiment important et qui dépend du risque. Je pense qu'il peut y avoir des protections, on va dire des protections matérielles, par exemple rendre une électronique moins sensible à un événement singulier, ou rendre des panneaux solaires moins sensibles à des charges-décharges. Donc ça, ce sont des solutions qu'on va qualifier de techniques. Et puis il y a des solutions qui vont consister à essayer de prévoir les perturbations. Donc ça demande énormément de données, puisqu'il faut qu'on ait des capacités de prévoir. Il faut savoir qu'une tempête solaire, quand elle va partir du soleil et arriver vers nous, elle va mettre entre 2 et 3 jours pour arriver sur Terre, et qu'on a des satellites en amont de la Terre, donc un point qu'on appelle le point de Lagrange, mais qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, toujours sur l'axe Soleil-Terre. Et lorsque la perturbation passe à ce point-là, il nous reste entre 30 et 45 minutes. Donc là, ça devient très court. Et là, on a des mesures in situ, on commence à voir, quand on voit quelque chose partir du soleil, on peut savoir que c'est fort, mais on n'arrive pas bien à faire la différence entre du fort et de l'exceptionnel. Quand ça passe à 1,5 million, là où on a nos satellites, on voit vraiment ce qui se passe, et là on peut commencer à réagir. Mais ceci dit, 30 ou 45 minutes, c'est court pour réagir. Donc il nous faut beaucoup de données, et il nous faut des données très facilement accessibles, et puis derrière des chaînes de décision. Et vraiment l'enjeu des données, il est majeur. Il y a un enjeu d'accès global. La plupart des données en météorologie de l'espace sont publiques, mais quelque part il faut qu'elles soient, il faut qu'elle soit accessible, et accessible à la fois en facilité d'accès, mais aussi compréhensible pour des opérateurs. Et ça, c'est extrêmement important, qu'elle soit compréhensible pour les opérateurs qui, eux, ne sont pas forcément spécialistes du domaine.
Quelle magnifique transition, Olivier Lamborel, merci beaucoup. Vous représentez ici donc aujourd'hui Spaces Application Services, mais vous êtes aussi la voix d'un réseau de chercheurs dont fait partie notamment l'Agence spatiale européenne. C'est une de ses missions, l'étude, la prévision de ces phénomènes. Avec quels outils? Là, si on parle d'abord de la collecte de ces données dont parlait Mathieu Barthélémy. Alors l'agence spatiale prend le problème aussi très au sérieux, puisqu'il y a un bureau de coordination sur la météorologie solaire qui est basé à Darmstadt et qui travaille sur deux aspects. La collecte de données, donc comme ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire comment collecter à partir de capteurs les phénomènes eux-mêmes, que ce soit avec des capteurs qui sont sur des satellites, éventuellement avec des partenariats avec des satellites existants pour essayer d'embarquer des capteurs supplémentaires qui vont fournir ces données. Ou alors avec des capteurs au sol aussi sur la Terre qui peuvent aussi aider à comprendre les phénomènes, ou même avec des missions dédiées. Donc il va notamment y avoir une mission européenne Vigile qui va envoyer un satellite pour vraiment observer le Soleil et la Terre de profil pour essayer d'avoir le phénomène complet dans toute sa durée. Ça c'est la partie collecte de données que l'agence fait. Et l'autre aspect, c'est la partie service et mise à disposition de ces données, exploitation de ces données. Et ça, elle le fait au travers d'un réseau européen qui regroupe en effet environ 50 instituts de recherche qui mettent à disposition ces données. Et là, il y a un portail, donc je peux dire quelques mots aussi, mais qui permet à tout à chacun d'accéder à toutes ces données gratuitement, sans devoir aller visiter les sites de ces 50 instituts de recherche. Donc il y a vraiment, ces données sont centralisées et disponibles. Le portail ISA Space Weather Portal. Space Weather Portal, avec une simple recherche, vous allez y arriver. Accessible à tous les utilisateurs, notamment dans le transport maritime, dans l'aviation. Oui. Alors, ce qui est particulier, on a mentionné la difficulté d'interpréter ces données parfois. Donc, la réussite de ce portail, c'est que ces données sont organisées non pas par leur côté scientifique, par catégorie scientifique, mais par catégorie d'utilisateurs. Donc le secteur des constructions de satellites, des opérations de satellites, le secteur de l'aviation, le secteur du tourisme des aurores boréales, etc. Donc vous entrez sur le portail, vous sélectionnez le secteur d'où vous venez et vous avez une première sélection de données qui sont les plus adéquates pour votre secteur. Alors il n'y a pas encore le secteur maritime, mais c'est une invitation à éventuellement me contacter pour s'engager avec l'ESA pour développer peut-être un secteur maritime sur le site. En tout cas, pour faire son voyage en Laponie au meilleur moment, on peut déjà aller sur votre portail. C'est des prédictions à quelle échéance que vous proposez, à vous, ce portail? Donc il y a un peu toute la panoplie de prédictions. Il faut savoir que l'activité solaire, bon, il y a les zones d'activité solaire qui sont surveillées sur le Soleil, ça donne une première indication, et donc il y a par exemple des probabilités d'événements majeurs comme des éruptions solaires ou des éjections de masse coronale qui sont prédites, et pour les prochains jours. Ensuite, si un phénomène lui-même arrive, là, les modèles vont être mis en route et vont donner des prédictions de quelques heures à quelques jours de nouveau. Mais tout cela, les phénomènes, même si on les voit apparaître à la surface du Soleil, vont être aussi modulés par le vent solaire, donc par tout l'environnement qui est entre le Soleil et la Terre, qui dépend des événements accumulés dans les semaines précédentes, par exemple. Donc, ce sont des prédictions qui ne sont pas faciles. Et donc sur le portail, vous allez trouver à la fois les données brutes, mais vous allez aussi trouver des indicateurs synthétiques, sans doute plus utiles pour un utilisateur novice, qui vont donner une indication d'élévation ou pas du risque, à partir de seuils simplement, ou même un bulletin météo-spatial fait par un expert humain, donc qui a vraiment analysé l'ensemble de la situation et tous les jours fait une prédiction comme à la météo normale. Mathieu Barthélémy, comment on peut faire, j'imagine que vous travaillez dessus, il y a des groupes de travail, de recherche qui se sont penchés sur le sujet et qui s'y penchent encore pour améliorer l'horizon de ces prédictions, puisque on l'a compris, vous nous l'avez tous dit, le temps est crucial dans ce genre d'enjeu. Comment on peut faire? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs là. Alors il y a beaucoup de facteurs, effectivement, et c'est assez compliqué, parce que alors, on peut essayer de mieux prévoir les éruptions qui vont partir du Soleil, c'est-à-dire en observant le Soleil, en observant la configuration de ces zones actives, de ces régions d'activité du Soleil, essayer de prévoir déjà à quel moment elles vont générer leur éruption, et ça pour l'instant on a encore du mal, et puis est-ce que cette éruption va être intense ou non. On a des indicateurs, on a beaucoup d'indicateurs statistiques, mais on commence à essayer d'avoir des indicateurs physiques, l'IA nous aide aussi, pour essayer d'améliorer comme ça cet horizon temporel.
Ensuite, une fois que l'événement est parti, eh bien, il va falloir qu'on ait des instruments plus précis et la mission Vigile va être très intéressante pour ça. Pour faire la différence entre quelque chose qui est parti et qui est fort, mais en étant relativement classique, ou quelque chose d'absolument exceptionnel. Là, on a encore du mal à faire cette différence, et donc il y a des besoins en description de ce trajet en fait entre le Soleil et la Terre. Et puis ensuite, le dernier point, c'est d'essayer de mieux prévoir les impacts, c'est-à-dire en fonction des paramètres qui auront été mesurés en amont, d'être capable d'anticiper les impacts qu'on va avoir. Alors les impacts sur l'atmosphère, ça peut être, est-ce qu'on va voir des aurores boréales en France ou pas, mais ça peut être aussi, est-ce qu'il va y avoir des perturbations sur l'aviation civile, sur les GPS, etc. Donc en fait, prévoir ces impacts, c'est reconstituer en fait cette chaîne entre le Soleil et puis ce qui arrive, ce qui se passe sur Terre. Et ça, on a encore beaucoup de travail à faire. Il nous faut plus de mesures et puis plus de modèles, comme souvent en science. C'est vraiment un point important. Donc plus de satellites. Les satellites eux-mêmes mesurent les paramètres météo de l'espace, et donc ces satellites nous permettent de mieux décrire les impacts, au moins à l'entrée dans l'atmosphère. Là, il y a vraiment des enjeux importants avec ça, quoi. Donc il y a par exemple une autre mission de l'Agence spatiale européenne qui là va mesurer ces impacts sur Terre, qui s'appelle Aurora, qui est une mission de surveillance des impacts sur Terre. On a déjà beaucoup d'outils, beaucoup de données à disposition. Olivier Lamborel, est-ce que par exemple ce portail, il est vraiment pleinement utilisé? Est-ce que les utilisateurs, que nous sommes tous potentiellement, on l'a compris, s'emparent vraiment de cet outil? Alors, on est obligé de reconnaître que c'est encore en croissance, parce qu'il y a, disons qu'il y a 4500 ou 5000 utilisateurs enregistrés, 2 millions de visites par mois, mais il y a encore un gap, un écart entre la donnée, le volume de données scientifiques et l'utilisation dans les différents secteurs. Donc la structure du portail aide à rendre ces données utilisables, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que l'Agence spatiale aussi organise des campagnes de communication ciblées, secteur par secteur, où on peut engager, faire se rencontrer les scientifiques et les personnes plus opérationnelles du secteur pour qu'elles puissent discuter de leurs besoins respectifs. Il y a moyen d'influencer la production des données, donc l'Agence spatiale peut guider certains scientifiques en disant ben voilà, si vous développez un produit plutôt dans cette direction-là, il y aura plus d'utilisateurs. Et en même temps, il faut comprendre si un produit est vraiment utile et sera utilisé par la communauté. Donc là, il y a des opportunités de dialogue avec ces communautés. Dans le maritime, par exemple. Denis Bousquet, vous utilisez tous ces outils? Oui, pour un assureur, c'est très intéressant. Comme Mathieu et Olivier l'ont dit, il y a déjà les données brutes. Ces données brutes historiques sur plusieurs années, en tant qu'assureur spatial, on a accès à beaucoup d'anomalies majeures de satellites. On va essayer de trouver une corrélation, enfin de chercher une corrélation entre ces événements météo, ces flux de particules ou ces indices météo et les dommages qu'on peut voir ou les anomalies qu'on peut voir sur les satellites. Une fois qu'on arrive à trouver cette corrélation sur un type de panne, on va pouvoir améliorer notre modèle de probabilité d'occurrence, de réoccurrence de cette panne, soit sur le même satellite, soit sur un satellite qui aurait les mêmes composants. Donc c'est très intéressant pour nous sur la partie données. Sur la partie prévision, comme tous les assureurs, quand on souscrit un contrat d'assurance spatiale, on souscrit pour une période d'1 an. On est engagé et on prend tous les risques concernant le satellite pendant une période d'1 an. Donc on a besoin de prévision ou de tendance sur 1 an. Donc Mathieu et Olivier parlaient de quelques heures, voire quelques jours. Ce n'est pas encore suffisant pour les assureurs. Maintenant, on n'a pas besoin d'avoir autant de précision que pour les opérateurs comme Marc. Donc on veut uniquement des tendances. Ces tendances, on les a quand même sur certains types d'informations, par exemple sur les taches solaires, qui peuvent parfois être corrélées à certaines anomalies. On a une bonne tendance, on va dire, à l'échelle d'1 an. Sur d'autres types de phénomènes, comme les flux d'électrons ou les flux de protons, la tendance sur 1 an n'est pas encore bonne, donc c'est quelque chose qu'il faudra encore améliorer. Est-ce que vous incitez aussi vos clients à recourir à ce genre d'outils comme le portail et d'autres? Est-ce qu'il y a des primes, par exemple, si on est assuré et qu'on est très bon élève et qu'on s'informe? Alors des primes, la prime est toujours fonction du risque.
Et la prise en compte par le fabricant et l'opérateur du risque météo-spatial va être partie prenante de l'analyse de risque. Donc si l'opérateur prend en compte et fait suffisamment de tests sur ses composants pour démontrer que le satellite va être résistant aux radiations, il va bénéficier d'une prime plus faible que l'autre. Donc c'est plutôt au niveau de l'analyse de risque globale. On sensibilise aujourd'hui surtout nos clients du New Space, c'est-à-dire ceux qui lancent ces fameux satellites de quelques kilogrammes, qui souvent ont une approche plutôt low cost pour offrir un service abordable, certes, mais qui utilisent des composants qui vont être moins bien testés contre ces radiations. Donc par le biais d'échanges techniques, de questions, alors on va leur demander comment ils ont testé certains composants, et en fonction de la réponse, le prix de l'assurance peut être différent. Après, c'est vrai que l'incitation à utiliser tous ces outils deviendra beaucoup plus naturelle une fois que la corrélation aura été établie publiquement et qu'on pourra vraiment démontrer la corrélation entre l'événement météo et la panne du satellite. Là, je pense que tout le monde viendra sur les portails. C'est très clair, c'est l'étape d'après. Justement, un dernier mot avec chacun d'entre vous, on va profiter du temps qui nous reste, sur vos objectifs respectifs. Un peu là, les chantiers. Alors, Mathieu, vous avez un peu parlé déjà des groupes de recherche, d'améliorer encore la prévision. Qu'est-ce qu'il y a en ligne de mire pour vous là, dans l'année à venir? Alors, les objectifs sont multiples. En fait, il faut clairement améliorer les modèles. On a des difficultés, ce sont des phénomènes très très complexes. Et donc, on a des difficultés à améliorer les modèles. Après, eh bien, comme en météorologie classique, il faut qu'on ait plus d'instruments de mesure. Poser un thermomètre, c'est pas si compliqué que ça. Envoyer un détecteur de particules dans un satellite, ça demande un petit peu plus de travail, donc c'est plus complexe. Et donc il y a un enjeu autour de la mesure des paramètres de la météo de l'espace. Et puis je crois que, ça a déjà été mentionné, il faut pousser le dialogue entre les utilisateurs finaux, finalement ceux qui peuvent être impactés par la météorologie de l'espace, et puis les scientifiques, pour voir finalement d'abord s'il y a des événements inexpliqués, et puis pour orienter, on va dire, peut-être nos recherches vers des aspects X ou Y de ces impacts. Et donc là, je crois que pousser le dialogue avec les utilisateurs finaux, c'est vraiment un des objectifs en tant qu'universitaire qu'on veut développer. Oui. Partagé, j'imagine, avec les trois autres intervenants. Denis, je vous voyais hocher de la tête, la sensibilisation, c'est ça l'objectif phare. C'est très important. Alors il faut reconnaître qu'il y a eu de grands progrès qui ont été faits à la fois dans le suivi et la prédiction. Aujourd'hui, les prédictions qu'on a en météo spatiale sont bien meilleures que celles d'il y a 4 ou 5 ans. Donc ça c'est clair. Moi, effectivement, je suis très content qu'on ait ce type de panel qui mélange à la fois les scientifiques, les utilisateurs, les opérateurs et les gens qui peuvent fournir des services. Je resterai sur le fait qu'il faut améliorer la tendance sur un an. Voilà, ça c'est le besoin propre des assureurs. Et il faut améliorer aussi les tests, surtout sur certains composants de certains satellites, voilà, pour améliorer la fiabilité des satellites. Olivier, c'est encore plus de data, plus de secteurs, une analyse encore plus fine. Oui, donc plus d'instruments, plus de données, que ce soit des données récoltées dans l'espace ou au sol. Il y a un intérêt peut-être moins partagé ici, mais aussi pour ce qui se passe, pas seulement entre la Terre et le Soleil, mais aussi dans tout le système solaire. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des missions et des enjeux au-delà de l'orbite terrestre. Mais c'est engager les communautés d'utilisateurs pour raffiner ce besoin et essayer de mettre les ressources dans les bonnes directions. Tout ça pour rendre les activités humaines et les infrastructures plus résilientes à ces phénomènes. Et vous, Marc, chez Medsat, vous voulez plus de satellites encore ou encore des satellites oui, plus robustes? Déjà, je vais juste rejoindre les autres intervenants sur le besoin de partager, effectivement, pour nous aider à appréhender mieux le risque vis-à-vis de nos missions. Aujourd'hui, on n'a pas encore passé un point de rupture, finalement, dans laquelle on aurait des informations sur lesquelles se baser suffisamment de façon sûre, je vais dire, pour décider d'arrêter une mission pour la protéger. Donc, on reste encore à assumer un risque que peut-être une tempête solaire va nous faire des interruptions, mais voilà. Et puis sinon, pour Medsat, pour en parler, oui, on est en train de terminer la mise au point de notre dernier satellite géostationnaire, celui qui contribue à toutes les images météo que vous voyez à la télé, mais beaucoup d'autres mesures encore. Et là, on va gagner, par exemple, on va diviser par 2 la fréquence des images, donc des mesures qui seront mises à disposition des météorologues. Donc un gros progrès qui va se faire dans les prévisions court terme.
Encore plus de précision, d'analyse encore plus de précision dans les mesures, et puis d'autres types de mesures aussi. Cette nouvelle génération embarque des nouveaux équipements, par exemple un instrument capable de mesurer la position, la fréquence des éclairs, de façon continue depuis un orbite géostationnaire. C'est la première fois que ça va se faire en Europe. Ça va aussi aider beaucoup l'étude du climat, les développements météorologiques. Et juste un mot, parce qu'on est en train de dire que c'est facile, qu'il faut les rendre plus ci, plus ça. Vous dites on est en train de finaliser le dernier satellite, ça prend combien de temps? C'est long, une nouvelle génération de satellites, mais il y en aura 4 qui vont se suivre les uns après les autres. Ça représente 1 an de travail entre le satellite lui-même et le traitement au sol. Il y a 1 an avant de déclarer opérationnel un produit qui sera constamment dans la qualité attendue par les utilisateurs. Oui, donc c'est un petit peu de boulot quand même. Bien, un grand merci à tous les 4 pour cet éclairage très instructif sur la météorologie spatiale. Merci. Merci beaucoup.